Emmenez-la avec son sang maudit et le bâtard qu'elle porte dans son ventre. Elle n'est d'aucune utilité ici. Au moins, elle peut vous être utile. Elle peut vous rejoindre pour mendier. Elle est aussi inutile que sa défunte mère. Comme sa défunte mère, c'est une enfant perverse. À seulement 13 ans, cette fille est tombée enceinte et ne peut même pas identifier le responsable de sa grossesse. Elle veut déshonorer cette famille parce qu'elle est orpheline. Mais cela n'arrivera jamais. Emmenez-la. Elle n'a plus sa place ici. Et Dieu merci, ton père n'est pas là pour te protéger cette fois. C'était la voix de sa belle-mère, Amara. Elle lui a jeté ses quelques affaires et lui a ordonné de partir avec l'homme sans abri. Amaka n'avait jamais pensé que ce jour arriverait. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait chassée de la maison de son père comme un vulgaire déchet et mariée à un homme sans abri de la manière la plus humiliante. Mais malgré ses pleurs et ses supplications, personne pour la protéger, personne pour dire que c'était mal, et les voisins, ils se contentaient de rester devant leur maison. Les quelques-uns qui s'approchaient se moquaient et riaient d'elle. Elle était mariée à un inconnu, enceinte de 8 mois, cette grossesse lui ayant apporté honte et humiliation. À 13 ans, elle voyait sa vie lui échapper, et à cet instant, tout espoir, tout rêve qu'elle avait jamais eu s'évanouissait, du moins le pensait-elle. 8 mois plus tôt, il était 22 heures. Amaka dormait déjà profondément, et la communauté avait revêtu sa couleur la plus sombre de la journée. Sa belle-mère, Amara, l'a soudainement secouée et lui a donné de l'argent pour acheter des allumettes pour le lendemain. Malgré ses protestations qu'il était trop tard, Amara lui a donné une gifle cuisante et l'a chassée dans l'obscurité pour faire cette course. Alors qu'elle marchait à quelques minutes de chez elle, elle a soudainement senti une main la gripper, couvrir sa bouche et l'entraîner. Ce qui s'est passé ensuite, elle l'ignore. Elle s'est réveillée le lendemain matin dans un buisson. Ses vêtements étaient déchirés, et elle souffrait terriblement. Elle se souvenait à peine de ce qui s'était passé. Tout ce dont elle se rappelait, c'était qu'une main l'avait saisie la veille au soir, mais en s'examinant attentivement, elle a découvert qu'elle avait été abusée. Elle est rentrée chez elle en pleurant. Mais dès que sa belle-mère l'a vue, elle lui a donné une gifle si violente qu'elle s'est effondrée au sol. Enfant inutile. Je t'ai envoyé faire une course, et tu as le culot de t'enfuir avec un homme, revenant ce matin avec de fausses larmes et des vêtements déchirés. Elle l'a battu davantage, ne lui laissant pas la possibilité de s'exprimer. Son père, Monsieur Andrew, travaillait sur un chantier de construction loin au nord et ne reviendrait pas avant des mois. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Amaka savait qu'aucune aide ne viendrait de nulle part et devait endurer la douleur jusqu'à ce que son corps s'effondre. Mais quelques mois plus tard, l'impensable s'est produit. Amaka a commencé à avoir des nausées et à s'endormir trop facilement. Quand sa belle-mère l'a remarqué, elle l'a traînée à l'hôpital, où on lui a annoncé que la fille était enceinte. Elle a été battue de l'hôpital jusqu'à la maison. Et Amara a rapidement rassemblé les voisins pour leur dire « Regardez cette petite peste. Comme sa défunte mère, elle est enceinte, et elle ne sait même pas qui est le responsable. Mais elle ne déshonorera pas cette famille davantage. Je la marierai, c'est certain. Je trouverai l'un de ses sans-abri et je la lui donnerai. Au moins, elle pourra être utile à un tel homme. Ils pourront mendier ensemble. » Amaka a su ce jour-là que son enfance était terminée et que tout espoir pour elle s'était brisé. Chaque nuit, elle priait secrètement pour que son père revienne, au moins pour la sauver, mais il ne l'a jamais fait. Il était loin au nord pour un projet de construction, et comme elle n'avait pas de téléphone portable, elle ne pouvait pas lui parler. Mais Amaka se souvenait encore de la mort de sa mère. Sa défunte mère, Adana, était la seconde épouse de Monsieur Andrew. Amaka avait à peine 10 ans lorsqu'elle a rêvé que sa belle-mère empoisonnait la nourriture de sa mère, et que sa mère mourait d'un empoisonnement alimentaire. Ce matin-là, elle s'est réveillée en pleurant, suppliant sa mère de ne plus manger la nourriture d'Amara. Mais sa mère, une femme douce, pensait qu'Amaka n'était qu'une enfant. Et ce matin-là, après avoir mangé la nourriture donnée par Amara, Amaka est revenue voir sa mère se tordant de douleur sur le sol, avec une substance blanche mousseuse, pointant la nourriture en criant « Amara m'a donné cette nourriture. Tu m'avais prévenu. Tu m'avais prévenu. » Et elle est morte sur le champ. Ce fut le début de ses malheurs. Amara savait qu'elle avait tué sa mère et cherchait également à se débarrasser d'elle, et cette grossesse était une opportunité pour l'éloigner. Maintenant, Amaka était enceinte de 8 mois. Un matin tôt, Amaka était allongée,
recroquevillée sur le sol en béton froid du salon, une fine natte la séparant à peine du froid du sol. Son corps était lourd d'épuisement, tant physique qu'émotionnel. Elle a entendu frapper à la porte. Elle pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine, l'incertitude de son avenir pesant sur elle comme un nuage sombre. Puis la porte s'est ouverte avec un grincement sec. Une silhouette se tenait dans l'embrasure. Sa belle-mère, Amara. Son visage était un masque de colère et de cruauté. Ses yeux se sont plissés alors qu'elle entrait dans la pièce. Elle l'a arraché de la petite natte sur laquelle elle dormait dans le petit salon. « Sors. Aujourd'hui est ton mariage. J'ai trouvé un sans-abri pour t'emmener et arrêter de faire honte à cette famille. » Le cœur d'Amaka s'est effondré. Elle s'y attendait. Après tout, sa vie avait été une série d'événements cruels orchestrés par cette femme, mais elle n'avait jamais imaginé que cela en arriverait là. Sa propre belle-mère, celle qui était censée prendre soin d'elle, était sur le point de l'expulser, de la jeter comme un déchet. Elle a rapidement rassemblé quelques voisins. Et malgré ses pleurs et ses protestations, elle l'a donné à l'étranger, un homme qu'elle ne connaissait pas et dont elle ignorait où il vivait, et lui a dit de l'emmener et de ne jamais revenir. Sa belle-mère tenait un petit paquet de ses affaires, jeté négligemment dans un vieux sac déchiré. Amara l'a poussé dans les mains d'Amaka avec une force qui l'a fait trébucher en arrière. « Prends ton sang maudit et le bâtard que tu portes dans ton ventre et sors. » Amara a craché, sa voix tranchant l'air comme un couteau. « Tu n'es plus la bienvenue ici. Va trouver un autre endroit pour pourrir comme ta défunte mère l'a fait. Inutile, tout comme elle. » La vision d'Amaka s'est brouillée de larmes. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule, aussi abandonnée. Amaka ne pouvait se résoudre à parler. Sa gorge était nouée par le poids des mots qu'elle ne pouvait dire, des supplications qui tombaient dans l'oreille d'un sourd. Elle avait toujours été celle qui portait la douleur en silence. Maintenant, ce silence serait son seul compagnon, alors qu'elle était chassée de la seule maison qu'elle avait connue. Avec un rire cruel, Amara l'a poussée vers la porte. « Vas-y, va rejoindre cet homme sans valeur avec qui tu as été jumelée, un mendiant sans abri qui t'accueillera. Au moins, tu lui seras utile. Vous pourrez mendier ensemble, comme l'enfant inutile que tu es. » Le cœur d'Amaka s'est brisé alors qu'elle franchissait la porte. L'air frais du matin l'a frappée avec la piqûre de la réalité. Elle avait 13 ans, était enceinte, et maintenant mariée à un homme sans abri. Une larme a glissé sur sa joue, mais elle l'a rapidement essuyée. Elle n'avait personne, personne pour l'aider, personne pour la protéger d'un monde cruel qui semblait déterminé à la détruire. « Tiens, » a dit Amara, la poussant vers lui. « Ton nouveau mari. » Le mot sonnait étrange aux oreilles d'Amaka, « mari ». Elle n'était qu'une enfant. Elle commençait à peine à comprendre la vie, encore moins le mariage, mais il était clair maintenant que sa belle-mère avait pris une décision pour elle, et il n'y avait pas de retour en arrière. L'homme sans abri, qui s'est présenté comme David, n'a pas parlé pendant un moment. Il s'est contenté de hocher la tête, son expression indéchiffrable. Amaka a ressenti une vague de peur l'envahir. Qui était-il? Que lui arriverait-il maintenant? Il était un étranger pour elle. Elle ne l'avait jamais vu auparavant dans sa vie. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux en désordre, et son visage portait les marques des épreuves de la vie. Mais ses yeux, bien que fatigués, contenaient une étincelle de quelque chose. Amaka ne pouvait dire si c'était de la gentillesse ou de la pitié. Mais elle ne pouvait se permettre de s'en soucier. Mais Amaka n'était pas n'importe quelle orpheline. Elle avait ses souvenirs, sa force, et l'espoir qu'un jour quelqu'un verrait la vérité, quelqu'un saurait les souffrances qu'elle avait endurées. David lui a fait signe de le suivre, et bien qu'elle soit terrifiée, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Elle a jeté un dernier regard au village, sa maison, qu'elle ne reverrait jamais, et a murmuré une prière silencieuse. Alors qu'elle s'éloignait avec son nouveau mari, ses pieds traînant sur la route poussiéreuse, elle pouvait entendre les rires étouffés des voisins qui s'étaient rassemblés devant leur maison. Certains la pointaient du doigt, se moquant d'elle. D'autres regardaient en silence, refusant de lever le petit doigt pour l'aider. « Mon Dieu, ne laissez pas cela être la fin de mon histoire », a-t-elle murmuré dans un souffle. « Changez cela pour le mieux. Faites qu'Amara s'agenouille devant moi un jour. » Elle avait toujours su que le monde était cruel, mais maintenant, il semblait lui avoir complètement tourné le dos. Ils ont marché pendant ce qui semblait être des heures, son ventre lourd de l'enfant qu'elle portait,
son corps douloureux d'épuisement. Finalement, ils ont atteint la périphérie du village. Avec cela, Amaka s'est éloignée de la vie qu'elle avait connue, incertaine de sa destination ou de ce que l'avenir lui réservait. Mais ce qu'Amaka ignorait, c'est que son histoire était loin d'être terminée. Amaka ne pouvait s'empêcher de se demander où David l'emmenait. L'incertitude la rongeait, mais elle ne pouvait pas lui poser la question. Que pouvait-elle dire? Où m'emmènes-tu? Cela semblait une question qu'elle n'avait pas le droit de poser. Mais alors, juste au moment où elle pensait qu'elle pourrait s'effondrer d'épuisement, David s'est arrêté. « Viens », a-t-il dit doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bruissement des arbres. Nous sommes presque arrivés. Amaka n'a posé aucune autre question. Elle n'avait plus l'énergie de s'en soucier. Quoi qu'il l'attende au bout de ce voyage, elle l'affronterait. Elle n'avait pas le choix. Enfin, ils sont arrivés dans une petite clairière, et Amaka a poussé un cri de surprise en voyant ce qui se trouvait devant elle, un SUV noir élégant. Un convoi était garé au milieu de la clairière. Plusieurs hommes en costume noir se tenaient à côté des véhicules. Leur posture était ferme et professionnelle. Ils se sont déplacés rapidement, entourant David avec une précision presque militaire. Amaka est restée figée, confuse et effrayée. David s'est tourné vers elle, son visage s'adoucissant pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le village. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant », a-t-il dit. En sécurité? Comment pouvait-elle être en sécurité? Elle se tenait au milieu de nulle part, entourée d'étrangers qui agissaient comme s'ils savaient exactement ce qui se passait. L'esprit d'Amaka s'emballait avec des possibilités, aucune d'elles bonne. L'un des hommes en costume noir s'est approché de David, hochant la tête respectueusement. « Tout est prêt, monsieur. » David a hoché la tête en retour et s'est tourné vers Amaka. « Viens, nous devons monter dans la voiture. » Amaka a hésité, la peur lui tordant la poitrine. « Que se passe-t-il? Où m'emmènes-tu » David l'a regardé, son expression calme. « Fais-moi confiance. Je suis là pour t'aider. S'il te plaît, viens avec moi. » L'esprit d'Amaka était un tourbillon de confusion. Mais pour une raison quelconque, elle sentait qu'elle n'avait d'autre choix que de le suivre. Que pouvait-elle faire d'autre? Elle avait été abandonnée par sa belle-mère, forcée de se marier avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Et maintenant elle se tenait au milieu d'une forêt, incertaine de ce qui allait suivre. À contre-cœur, elle a suivi David jusqu'au SUV. La porte s'est ouverte, et l'un des hommes à l'intérieur lui a fait signe de monter. Amaka est montée sur le siège arrière, le cœur battant dans sa poitrine. David s'est glissé à côté d'elle, et la voiture a commencé à rouler. Alors qu'il roulait, Amaka ne pouvait s'empêcher de jeter des regards à David. Il semblait si calme, si posé, alors qu'elle s'effondrait intérieurement. Comment pouvait-il être si sûr de tout? Pourquoi semblait-il savoir ce qui se passait? Qui était-il vraiment? David, a-t-elle dit, la voix tremblante. Qui es-tu? David s'est tourné vers elle, ses yeux sombres mais non dépourvus de gentillesse. Je t'ai dit que je suis là pour t'aider. Je suis David Jonathan, PDG de l'entreprise automobile David. Amaka a cligné des yeux. PDG? Un PDG d'une entreprise? Elle n'avait jamais imaginé que l'homme sans abri envoyé pour l'épouser pouvait être quelqu'un d'important. Mais maintenant, en entendant la vérité de sa bouche, cela ne faisait que la rendre plus confuse. « Pourquoi as-tu prétendu être sans abri ?» a-t-elle demandé. David a soupiré, son expression devenant sérieuse. « Parce que je savais que ta belle-mère n'aurait pas accepté de t'aider autrement. Elle ne te voyait pas comme une personne, juste comme un fardeau. Mais j'ai vu ton histoire, Amaka. Je savais ce que tu traversais. Je ne pouvais pas rester là et te regarder être traitée comme ça. » L'esprit d'Amaka tourbillonnait. Elle était si sûre que sa vie était finie, qu'elle n'avait aucun avenir. Mais maintenant, elle était là, assise dans un SUV noir avec un homme qui, malgré son apparence initiale, semblait être son sauveur. David a continué. « J'ai entendu parler de toi par l'un de mes chauffeurs. Il venait de ton village, et quand il m'a raconté ton histoire, j'ai su que je devais faire quelque chose. Alors, j'ai tout organisé. Je voulais t'aider à échapper à la cruauté de ta belle-mère. » Amaka n'en revenait pas. Après tout ce qu'elle avait traversé, après l'humiliation, le rejet et la douleur, quelqu'un lui offrait enfin une bouée de sauvetage.
David la regardait à nouveau, sa voix s'adoucissant. Tu ne mérites pas ce qui t'est arrivé, et je m'assurerai que l'on prenne soin de toi. Je te le promets. Amaka s'est adossée à son siège, la tête en ébullition. Elle ne savait plus quoi croire. Était-ce une sorte de ruse? Était-elle utilisée? Ou David était-il vraiment quelqu'un qui voulait l'aider? La voiture continuait de filer sur la route non goudronnée. Amaka ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui l'attendait au bout de ce voyage. Cet homme serait-il vraiment celui qui changerait sa vie? Ou serait-il simplement un autre chapitre de son histoire déjà tragique? La voiture a tourné sur une route sinueuse, et alors qu'il s'enfonçait plus loin, les pensées d'Amaka ont été interrompues par une soudaine réalisation. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, mais une chose était certaine. Sa vie venait de prendre un tournant inattendu. La voiture a roulé tout au long de la journée, et à chaque kilomètre parcouru, l'incertitude d'Amaka grandissait. Elle continuait de jeter des regards à David, assis à côté d'elle, mais elle ne pouvait toujours pas comprendre pleinement qui il était ou ce qu'il voulait vraiment d'elle. Il était gentil, certes, mais elle avait appris à ses dépens à ne pas faire confiance à la gentillesse. Elle avait déjà fait confiance aux fausses promesses de sa belle-mère, et cela l'avait conduite à ce cauchemar. Et si David était juste une autre personne jouant un jeu cruel? Où allons-nous? La voix d'Amaka tremblait, brisant le silence dans la voiture. David s'est tourné vers elle, son regard stable et calme. Nous allons dans un endroit où tu seras en sécurité, tu as assez souffert, et je ne laisserai rien de mal t'arriver. Je veux juste que tu me fasses confiance. Te faire confiance? A murmuré Amaka, un rire amer lui échappant. Comment puis-je faire confiance à qui que ce soit maintenant? Tous ceux qui étaient censés prendre soin de moi m'ont abandonné. Ma belle-mère, mon père, même ma propre mère est morte et m'a laissée seule à souffrir. Personne ne s'est jamais soucié de moi. Pourquoi devrais-je te croire? L'expression de David s'est adoucie. Et pour la première fois, Amaka a remarqué la lassitude dans ses yeux. Parce que je ne suis pas comme eux, Amaka. Je ne veux rien de toi. Je veux juste t'aider. Était-ce possible? Quelqu'un pouvait-il vraiment vouloir l'aider sans rien attendre en retour? Ou était-ce juste un autre piège? La voiture a fait un virage brusque, et Amaka a été tirée de ses pensées. Ils sont arrivés devant une grande propriété clôturée à l'équille, Lagos, entourée de grands arbres et de hauts murs. Cela ressemblait à un rêve, bien trop grandiose pour quelqu'un comme elle, qui avait grandi dans un petit village, dans une vie modeste. Où sommes-nous? A demandé Amaka, sa voix à peine audible. David n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a ralenti la voiture alors qu'ils approchaient de l'entrée. Les portes se sont ouvertes automatiquement, révélant une cour magnifiquement aménagée avec des fontaines et des sculptures parsemant les terrains luxuriants. La maison elle-même était énorme, avec de grandes fenêtres en verre qui scintillaient sous la lumière de la lune, reflétant la grandeur d'un manoir. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous. La voiture s'est arrêtée devant le manoir, et David s'est tourné vers elle. « Bienvenue chez moi. » Amaka ne pouvait que fixer, bouche bée, sous le choc. « C'est chez toi ?» a-t-elle demandé, les mots s'échappant de sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Mais comment? Tu as dit que tu étais sans abri. » David a souri faiblement. « Je n'ai pas menti, mais j'avais besoin de gagner ta confiance. Je sais que tout cela semble étrange, mais la vérité est que j'ai gardé un profil bas. Des gens ont essayé de profiter de moi auparavant, et j'ai appris que parfois, il est préférable de se cacher à la vue de tous. » L'esprit d'Amaka s'emballait. Elle ne savait plus quoi croire. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait lorsqu'elle avait quitté la maison de son père, fuyant la cruauté de sa belle-mère. Elle pensait qu'on la jetait, abandonnée par tous ceux qu'elle aimait, seulement pour être remise à un étranger. Et maintenant, elle se tenait devant un manoir avec un homme qui semblait cacher un secret. David a ouvert la porte et l'a conduite hors de la voiture. « Viens, je vais te montrer. Y a-t-il un autre endroit où aller ?» Amaka a hésité un instant, mais quelque chose dans la voix de David l'a poussée à le suivre. Peut-être n'avait-elle pas besoin de tout comprendre tout de suite. Peut-être n'avait-elle pas besoin de connaître toutes les réponses. L'intérieur de la maison était encore plus époustouflant. Les sols étaient en marbre poli, et les murs étaient ornés de magnifiques œuvres d'art. L'air sentait légèrement le jasmin,
et une musique douce jouait en fond. Tout était impeccable, comme dans un magazine. Amaka pouvait à peine croire que c'était réel. Elle se sentait déplacée, comme si elle n'appartenait pas à un endroit aussi luxueux. Elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça de sa vie. David l'a conduite dans un salon confortable et lui a fait signe de s'asseoir. « Je vais faire apporter de la nourriture pour toi. Tu dois avoir faim. » Amaka n'a pas répondu immédiatement. Elle s'est assise là, regardant les grandes fenêtres qui donnaient sur les vastes terrains. Son esprit était toujours dans un tourbillon de confusion. Comment cela pouvait-il être réel? Quel était le piège? Alors qu'elle était assise en silence, David s'est dirigé vers un bureau à proximité où il a pris son téléphone et a commencé à taper quelque chose. Il s'est arrêté un instant, puis s'est tourné vers elle. « J'ai arrangé pour qu'un médecin te voie demain. Tu as besoin de soins appropriés, surtout avec ta grossesse. Je ne veux pas que tu t'inquiètes de quoi que ce soit. Tu es en sécurité ici, Amaka, et je m'assurerai que rien de mal ne t'arrive à nouveau. » Amaka a hoché la tête en silence, essayant de tout assimiler. Elle voulait lui faire confiance. Vraiment. Mais après tout ce qu'elle avait traversé, il était difficile d'imaginer que les choses pouvaient réellement s'améliorer. Alors qu'elle était assise là, regardant l'immense pièce autour d'elle, elle a pensé à son père. Il était parti depuis si longtemps, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il reviendrait un jour. Elle a aussi pensé à sa mère. La mère qui avait été empoisonnée par sa belle-mère, la femme qui lui avait causé tant de douleur. Alors qu'elle était assise là, son esprit est retourné au début de ses souffrances. Et maintenant, elle se trouvait dans un manoir où elle ne savait même pas où elle était. Ses pensées ont été interrompues lorsqu'un homme est entré dans la pièce avec un plateau de nourriture. Il l'a placé devant elle, et l'estomac d'Amaka a gargouillé en réponse. Elle n'avait pas mangé depuis des heures, peut-être plus. Elle ne se sentait pas affamée, mais elle savait qu'elle devait manger. David se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Vas-y, mange. Tu dois prendre soin de toi. » Amaka a jeté un coup d'œil à la nourriture, mais son esprit était ailleurs. Elle savait qu'elle devait manger, mais ses pensées revenaient sans cesse au passé. Le passé dont elle ne pouvait échapper, le passé qui la hantait. David a vu l'incertitude dans ses yeux et s'est approché, s'asseyant en face d'elle. « Je sais que c'est difficile, Amaka, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Tout ce qui t'est arrivé, je veux le réparer. » Amaka l'a regardé, ses yeux pleins de confusion. « Mais pourquoi? Pourquoi moi ?» David a fait une pause, ses yeux sérieux. « Parce que je vois la force en toi, Amaka. Tu as traversé tellement de choses, et tu es toujours debout. Ce n'est pas quelque chose que je vois tous les jours. Tu mérites mieux que ce qu'on t'a donné, et je vais m'assurer que tu l'obtiennes. » Pour la première fois depuis longtemps, Amaka a ressenti une étincelle d'espoir. C'était un espoir fragile, auquel elle pouvait à peine croire. Mais il était là. Peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes. Peut-être pourrait-elle trouver un moyen de sortir de ce tunnel sombre et sans fin. Mais alors qu'elle tendait la main vers la nourriture sur le plateau, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que son passé n'était jamais vraiment derrière elle. Il rôdait, attendant, et peu importe à quelle distance elle courait, il pourrait la rattraper. Dans les jours qui ont suivi, Amaka a commencé à se rendre à l'hôpital pour les soins prénatals que David avait organisés pour elle. Un mois après avoir donné naissance, 2 nounous ont été engagés pour s'occuper d'elle et de son bébé. Après 8 mois, Amaka a été réinscrite à l'école pendant que son fils continuait de grandir. Mais un jour, la tragédie a frappé. C'était la nuit. Le bébé pleurait, puis a soudainement commencé à s'étouffer. Monsieur David s'est précipité dans sa chambre et a rapidement appelé le chauffeur pour les emmener à l'hôpital. Mais avant qu'il n'arrive, le petit Euna était parti. Il était mort, froid et sans vie dans les bras d'Amaka. Elle avait 14 ans, et là, elle voulait aussi se tuer. Elle avait développé un fort attachement pour son fils et avait secrètement prié pour qu'il fasse partie de son histoire. Mais maintenant, il était parti. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux avec le corps du petit Euna, David l'a rapidement pris dans ses bras et l'a consolé. Le matin, Euna a été enterré, et par la suite, Amaka a décidé de mettre fin à tout. Elle était sur le point de se poignarder dans sa chambre lorsqu'M. David est entré et l'a arrêtée. Après plusieurs efforts, elle a décidé d'aller de l'avant,
espérant que la vie serait clémente avec elle à l'avenir. Les mois ont passé, et chaque jour, la vie d'Amaka commençait à prendre forme. Le poids de son passé était toujours là, tapi comme une ombre, mais il ne la contrôlait plus. Elle était libre. Elle avait survécu à la cruauté, à l'abandon, à la trahison et à la douleur de perdre son fils. La vie d'Amaka, cependant, ne faisait que commencer. Avec le soutien de David et la liberté nouvellement acquise, elle était déterminée à tracer son propre chemin. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait le contrôle de son avenir. Cela a commencé petit, avec une simple décision de retourner à l'école. Amaka avait toujours été brillante, mais après tout ce qui s'était passé, elle avait été forcée de grandir trop vite, laissant ses rêves dans la poussière. Maintenant, avec la liberté de les poursuivre, elle est retournée à l'école et a obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle s'est inscrite à des cours d'informatique et a rapidement découvert une passion pour le développement de logiciels. Ce qui avait commencé comme un moyen d'échapper à sa douleur s'est lentement transformé en carrière. Elle s'est investie dans le codage, apprenant autant qu'elle pouvait, travaillant sans relâche jusqu'aux heures tardives de la nuit. Et petit à petit, elle s'est forgé une réputation. En quelques années, Amaka a obtenu son diplôme d'ingénieur en logiciel, l'une des rares à être issue d'un passé aussi douloureux, et en est sortie plus forte. Elle a utilisé son succès pour redonner à ceux qui avaient été laissés pour compte, comme elle l'avait été autrefois. Elle a fondé une organisation à but non lucratif axée sur l'aide aux personnes défavorisées, en particulier celles ayant besoin d'opérations chirurgicales critiques. La fondation d'Amaka travaillait sans relâche pour collecter des fonds pour des chirurgies, aidant les personnes qui ne pouvaient pas se permettre des traitements médicaux vitaux. Cela est devenu sa mission, sa façon de guérir les autres comme elle avait été guérie. Un jour, Amaka travaillait dans son bureau lorsque son assistante est venue vers elle avec une nouvelle inattendue. « Amaka » a-t-elle dit, hésitant légèrement. « Quelqu'un est là pour vous voir. C'est votre père. » Le cœur d'Amaka a manqué un battement. Elle n'avait pas vu son père depuis des années. Quand sa mère est morte, il était parti travailler. Et après cela, elle avait été laissée entre les mains d'Amara. Elle n'avait aucune idée d'où il avait été tout ce temps. La pensée de lui l'a remplie de tant d'émotions, colère, trahison, mais aussi un espoir persistant. « Faites-le entrer » a dit Amaka, la voix stable, mais l'intérieur bouillonnant d'incertitude. Son père, M. Andrew, est entré dans son bureau, le visage marqué par l'âge, mais portant toujours la force d'un homme qui avait traversé des moments difficiles. Ses yeux se sont adoucis lorsqu'il l'a vu, et sans dire un mot, il s'est effondré dans ses bras. Amaka a ressenti le poids de tout ce qu'elle avait traversé à ce moment-là. Les années de douleur, les années de désir, et pour la première fois, elle s'est autorisée à ressentir l'amour qui lui avait manqué si longtemps. « Je suis désolée » a-t-il murmuré, la voix brisée. « Je t'ai laissé tomber. Je n'ai pas pu te protéger d'elle. Je t'ai cherché toutes ces années, mais je ne t'ai pas trouvé. Je n'ai jamais cessé de chercher. » Le cœur d'Amaka lui faisait mal alors qu'elle le tenait. La douleur des années perdues se mêlait à la joie de se retrouver enfin. « Je suis contente que tu sois là » a-t-elle dit doucement, la voix pleine d'émotion. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire, papa. » Monsieur Andrew s'est légèrement écarté, l'inquiétude marquant son visage. « Qu'est-ce que c'est, Amaka ?» Amaka a pris une profonde inspiration et a commencé à expliquer tout sur le rôle d'Amara dans la mort de sa mère, sur la façon dont elle l'avait tourmentée, et sur les années d'abus qu'elle avait subies. C'était une vérité difficile à partager, mais elle savait qu'il était temps que son père sache. « Et il y a une autre chose, » a continué Amaka, la voix stable malgré le poids des mots. « La femme qui a causé tout cela, Amara, elle est ici. Tu l'as amenée ici. » Monsieur Andrew semblait confus, les sourcils froncés. « Que veux-tu dire, Amara ? Je l'ai amenée ici. » Amaka s'est levée, les mains tremblant légèrement. « C'est elle qui a besoin d'aide maintenant. Ta femme, ma belle-mère, a été diagnostiquée avec une tumeur à l'œil. Elle ne peut pas payer l'opération. Et les médecins ont dit que c'était critique. Je suis celle qui peut la sauver. » Son père est resté immobile un instant, le poids de ses mots s'enfonçant. « Quoi ? Que dis-tu ? Tu veux l'aider ?» Amaka a hoché la tête. « Oui, je sais qu'elle a été cruelle envers moi, et je sais ce qu'elle a fait à ma mère, mais j'ai construit cette fondation pour aider les gens dans le besoin. Et cela inclut elle.
Tu ne comprends peut-être pas, mais c'est ma chance de répondre à son mal par la bonté. Pas pour elle, mais parce qu'elle doit voir ce que je suis devenue. La petite fille qu'elle a tant essayé de détruire. Si je ne le fais pas, elle mourra, et je n'aurai jamais l'occasion de lui montrer le résultat de son mal. Son père est resté silencieux un instant, le visage tiraillé. Puis il a hoché la tête, des larmes perlant dans ses yeux. D'accord, a-t-il murmuré. Si tu le dis. Quelques heures après qu'Amaka a effectué le paiement, elle a été opérée avec succès. Quand les bandages d'Amara ont enfin été retirés, elle a regardé autour d'elle et a vu Amaka debout devant elle. Elle ne pouvait plus se cacher derrière les murs de cruauté qu'elle avait construits. Une semaine plus tard, une nouvelle a brisé la fragile paix qu'Amaka avait travaillé si dur à construire. Amara, incapable de supporter le poids de sa culpabilité et les moqueries sur ses actions passées, s'était suicidée. La femme qui avait autrefois cherché à détruire Amaka avait succombé au démon qu'elle avait créé. Amaka était assise dans son bureau, les yeux fixés sur la fenêtre alors que la nouvelle s'installait. Elle ne ressentait ni soulagement, ni joie. Ce qu'elle ressentait était une compréhension calme et douloureuse que certaines personnes, peu importe le temps qu'on leur donne, ne peuvent échapper à leur passé. Mais Amaka n'était pas comme Amara. Elle avait affronté son passé, confronté sa douleur, et avait trouvé un moyen de s'élever au-dessus. Elle avait construit une vie pour elle-même, une vie pleine d'espoir, pas d'amertume. Et c'était, en fin de compte, sa victoire. La fondation d'Amaka a grandi au fil des années, aidant d'innombrables personnes à recevoir des chirurgies critiques et à vivre une vie plus saine. Son travail en tant qu'ingénieur en logiciel a prospéré, et elle est devenue un phare d'espoir pour les autres. Mais plus que cela, elle avait trouvé la paix. La paix avec son passé, la paix avec la mémoire de sa mère, et la paix avec la femme qui avait essayé de la détruire. Et alors qu'elle se tenait sur la scène lors d'une collecte de fonds, s'adressant à une foule de personnes touchées par son travail, la fondation d'Amaka a grandi au fil des années, aidant d'innombrables personnes à recevoir des chirurgies critiques et à vivre une vie plus saine. Son travail en tant qu'ingénieur en logiciel a prospéré, et elle est devenue un phare d'espoir pour les autres. Mais plus que cela, elle avait trouvé la paix. La paix avec son passé, la paix avec la mémoire de sa mère, et la paix avec la femme qui avait essayé de la détruire. Pour la première fois en presque 2 décennies, elle a visité la tombe de sa mère. Repose en paix, maman. Je suis devenue tout ce que tu voulais que je sois. Elle n'a pas pu détruire. Elle n'a pas pu effacer tes souvenirs et tes empreintes. Et alors qu'elle se tenait sur la scène lors de sa collecte de fonds, s'adressant à une foule de personnes touchées par son travail, Amaka a souri. Elle avait trouvé son but. Et dans ce processus, elle avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. Son père, à ses côtés, rayonnait de fierté. Pour la première fois, Amaka sentait qu'elle était vraiment chez elle. David, qui était père célibataire après la mort de sa femme, a décidé d'épouser officiellement Amaka, et leur mariage a fait la une des médias, et ils ont continué à élever de beaux enfants ensemble. Si vous étiez à la place d'Amaka, auriez-vous payé pour l'opération d'Amara? Que pensez-vous de cette histoire? J'aimerais lire votre point de vue. D'où regardez-vous? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes.